Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à votre rendez-vous de littérature. Ça se passe tous les samedis à partir de 11h sur Canal 3 Bénin. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la littérature de jeunesse et notamment à deux bandes dessinées avec son auteur, autrice. Soyez, c'est le mot qu'il vous plaira. Sonia Rwendekwa-Ozoti nous a proposé en tout cas deux belles œuvres. Tassirangbe, reine du Dahomey, cette reine à qui, je dois dire, l'histoire a fait injustice parce que justement des pans de son règne ont été effacés de l'histoire du Dahomey, ce grand royaume au sud de l'actuel Bénin. Et puis Béanzin, on parle toujours du même royaume avec ce grand homme qui aura fait barrage comme il pouvait en tout cas à la colonisation française au Dahomey. Notre autrice est donc là. Sonia, bonjour. Bonjour Tanguy. Merci de m'accorder cette interview. C'est moi qui te remercie. Je remarque qu'avec les deux productions, on s'est intéressé essentiellement à l'histoire et surtout à un et un seul royaume. C'est quoi? Le royaume du Dahomey vous fascine si tant, hein? Je veux dire, mon histoire me fascine si tant. Okay. Pas forcément l'histoire du royaume du Dahomey, mais mon histoire. Tout d'abord, j'ai été fascinée par Béanzin lorsque, toute petite, j'étais en Côte d'Ivoire, puisque je suis née là-bas. J'ai vu un livre où ils ont dit Béanzin. J'ai demandé à mon père c'est qui. Il m'a dit c'est un roi farouche. J'ai décidé d'en savoir un peu plus sur lui. Je pense que c'est cela, c'est l'histoire de tous ces rois et reines africaines qui m'ont amené vraiment à étudier mon histoire, à être dans le patrimoine, parce que je suis médiatrice culturelle, à découvrir ce que c'est que mon histoire et à essayer de la valoriser. C'est vrai que le royaume du Dahomey a été un des royaume vraiment, je peux dire, prépondérant depuis 1600 jusqu'à, on va dire, 1900 avec Agoliago. Et je dis, il est temps qu'on puisse retourner dans cette histoire-là parce qu'elle m'a toujours fascinée. J'ai toujours été imaginatif de dire j'aurais aimé vivre à cette époque-là pour voir comment est-ce que la vie se passait, comment les gens vivaient. Donc ça m'a permis un peu de travailler un peu dans cette fiction romancée mais réaliste, partie d'histoire, de notre histoire, faire des fouilles et décider de faire de la bande dessinée parce que c'est l'un des médiums que les enfants lisent facilement. J'allais demander pourquoi la bande dessinée, pourquoi pas un essai sur l'histoire, pourquoi pas des recherches documentaires pour proposer justement des éléments avec beaucoup de précision parce qu'on sait que la bande dessinée c'est forcément avec un peu de teinte, d'imagination. Oui, mais parce que vous savez, il y a tellement d'essais, il y a tellement de publications, il y a tellement de thèses de doctorat qui dorment dans nos bibliothèques, à l'université, etc., auxquelles les gens n'ont pas facilement accès. Et moi, j'ai décidé, parce qu'un pavé, on le lit difficilement, j'ai décidé d'utiliser ce qu'il y a dans ces essais-là pour en faire de la bande dessinée, imagée, illustrée, de façon ludique, pour qu'on puisse aimer lire, découvrir son histoire. Même si tout n'est pas raconté dans la bande dessinée, je pense que le peu qui est raconté peut amener le lecteur à aller mieux fouiller, à vouloir plus se documenter pour en savoir un peu plus sur cette histoire qui est racontée au travers des bandes dessinées. Et le choix de Tassirangbe, Béanzin, déjà tout le monde le connaît. Mais Tassirangbe qui a été oublié, effacé de l'histoire, j'ai dit non, je suis une femme. Et quand j'ai découvert qui était cette reine emblématique, je me suis rendu compte qu'elle était avant-gardiste sur son époque. Parce qu'elle a créé le premier corps des Amazones, elle a permis aux femmes d'exercer des métiers exclusivement réservés aux hommes, l'armée, la forge, la poterie, etc. Et je dis, voilà une belle preuve de féminisme à l'africaine. On va reparler de Tassirangbe tout à l'heure, mais commençons déjà par Béanzin. Et avant d'aller en profondeur, je me suis toujours demandé, puisque c'est avec des illustrations ici, à cette époque où la photo n'était pas aussi, mettons, avancée, ce qu'on connaît d'elle aujourd'hui, comment est-ce que vous avez pu représenter justement ces différents personnages-là et être fidèle à l'histoire? Béanzin et les autres acteurs. Quand on parle de Béanzin, nous avons des photos d'archives du roi Béanzin, sur lesquelles nous avons pu travailler, certaines photos d'archives de l'époque coloniale, de cette époque-là, parce qu'il y a beaucoup d'archives. Vous avez vu dans la bande dessinée, on a représenté l'Assemblée nationale française, on a représenté certains palais qui, jusqu'on ne le veuille pas, on a la trace du palais d'Abomey qui est là aujourd'hui. Donc on peut s'inspirer de cela pour redessiner et entrer un peu dans un imaginaire fiction
pour dire oui, voilà ce que je veux présenter, voilà. Et je pense que ce n'est pas forcément... C'est vrai que ça colle un peu à une certaine réalité, mais je me dis que le lecteur, quand il lit, il arrive au travers de son imaginaire de se représenter dans cette époque-là, de s'imaginer. Vous lui demandez plus de travail encore que... Je ne lui demande pas plus de travail, mais c'est ce que j'aime chez la bande dessinée, parce que quand on lit, on est plongé dedans. On est aspiré dans l'histoire qu'on est en train de lire. On s'imagine en train de déambuler dans le palais d'Abomey. Donc c'est un peu ça, en train de vivre un peu l'histoire que Tassir Rangbe raconte, comme l'histoire que le roi Béhanzin raconte. C'est cette appropriation de cette histoire-là que je veux faire à travers de la bande dessinée historique. C'est vrai que j'ai Tassir Rangbe, j'ai Béhanzin, mais j'ai encore d'autres figures de l'histoire que je veux retracer à travers la bande dessinée. De vos projets tout à l'heure, quelle est la distance, sinon la proximité possible entre ce qui est dans le document, au-delà des images, hein, l'histoire telle que c'est raconté, et la vraie histoire? Bon, vous savez, nous sommes, en Afrique, nous sommes une tradition basée sur l'oralité. Et quand la tradition est basée sur l'oralité, quel que soit le pan qui le prend, que ce soit les griots qui célèbrent ce roi ou cette reine-là, on va retrouver que des faits qui célèbrent cette personne-là. Quand ce sont les détracteurs, on va retrouver des histoires qui vont à l'encontre de ce personnage. Donc, à un moment donné, il faut faire un choix. Quand on a fini de lire toutes les histoires possibles, s'asseoir et regarder les histoires qui, entre elles, concordent sur certains faits avérés. Donc, quand on a cette concordance de plusieurs histoires, on se dit oui, c'est peut-être vrai, ce qui est dit, puisque je le retrouve dans 10 histoires racontées. Donc, on fait un choix, à un moment donné, pour dire, c'est comme ça que je veux raconter. Même aussi, on prend le temps d'écouter les familles. Parce que les familles aussi gardent cette tradition de l'oralité-là qu'elles relatent. Mais les familles ont tendance à, comme on dit, à cacher, c'est-à-dire les travers de l'histoire, à sacraliser cela. Cela ne doit pas être dit. Mais à un moment donné, quand on rentre dans le travail d'écriture de scénario historique, à un moment donné, on fait un choix. Et puis on dit, on l'assume ce choix-là. Justement, j'allais vous demander, parce qu'on dit souvent que tant que l'histoire de la chasse est racontée par le chasseur, le lieu, il n'aura jamais une bonne image au bout de l'histoire. C'est ce que je dis. Il faut que le lion raconte sa part de l'histoire. Je pense que quand le lion racontera, la face de l'histoire sera changée. Oui, mais justement, le lion aussi, quand on lui donne la parole, est-ce qu'il ne faut pas craindre qu'il ait tendance à raconter de façon trop parfaite aussi l'histoire, de sa façon? Mais chacun raconte sa part de l'histoire. Mais on s'est rendu compte qu'on ne laisse pas le lion s'exprimer. On ne le laisse pas parler. Et maintenant, aujourd'hui, on s'est rendu compte que les Africains veulent parler, veulent raconter leur histoire telle qu'ils la connaissent, et non telle qu'elle est vue par les autres venus d'ailleurs. Et parce qu'ils se disent, c'est nous les détenteurs, c'est nous qui savons, c'est nous, c'est nos familles qui étaient là à cette période-là. On a des versions qu'ils n'ont pas. Donc c'est ça qu'il faut aller chercher dans ces versions qu'ils n'ont pas là. Et dire, bon, je vais faire remettre ça, je vais faire remettre cette partie qu'on n'a pas vue, par exemple de Tassir Rangbe. Quand je vous dis qu'elle a créé le premier corps des Amazones, beaucoup de personnes ne savent pas qu'elle est à l'origine du corps des Amazones. Quand on dit qu'elle a permis aux femmes d'avoir accès au métier d'homme, beaucoup de personnes ne savent pas. Quand on apprend que c'est elle qui a réussi à faire la continuité de l'œuvre de son père, que Rodbadja a fait payer les impôts, beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Donc, pour dire qu'il y a des pans de notre histoire qu'on doit ressortir, et travers ou pas, il faut qu'on le dise. Béhanzin a régné 5-6 ans sur le Dan romain. Ça fait quand même beaucoup de faits saillants, marquants. Comment est-ce que vous racontez tout cela en une bande dessinée? C'est vrai que je vois que ça fait tome 1, donc il y aura une suite. Comment vous sélectionnez les événements dont vous parlez dans les bandes dessinées? Tout dépend de la lecture que j'ai, de tout ce que j'ai comme roman, comme thèse, comme publication qui me rentre dans les mains. Je vais d'abord me donner ma ligne à travers mon synopsis. Et après mon synopsis, maintenant, je vais commencer à rechercher les traits de l'histoire. Les traits de l'histoire que je veux faire ressortir dans chaque bande dessinée. Donc, comme je le dis, à un moment donné, c'est un choix du scénariste, avec son dessinateur, de dire, voilà ce que je veux montrer de qui est
qui était le roi Béhanzin. Une autre personne aurait décidé de dire non, moi je vais raconter peut-être les travers, parce qu'on dit oui, Béhanzin, il a fait une guerre impitoyable contre le royaume, l'empire Yoruba, le royaume d'Oyo, etc. Donc une autre personne choisira, même contre Porte-Novo, etc. D'autres personnes choisiront de rencontrer ce pan-là. Moi j'ai fait un choix, et comme je l'ai dit, je l'assume. Voilà. Béhanzin, on le présente comme le plus grand résistant, en tout cas, de l'histoire des rois du Dahomey. Qu'est-ce qu'il a fait pour vous qui vous marque et qui vous fascine si tant? Sa lutte impitoyable et farouche contre le colon. C'est impitoyable parce qu'il a perdu presque toutes ses troupes, principalement le corps des Amazones, près de 4000 qui ont été massacrés. Et il a essayé de résister tant bien qu'il pouvait, quitte à même vouloir aller négocier, comme on dit, négocier une paix pour son peuple. A dit, ok, d'accord, je vais aller négocier, discuter avec votre président, votre roi. Et lui comprendre pourquoi est-ce qu'il tient à tout prix à avoir une part de mon territoire que je ne suis pas prêt à céder. Et je veux montrer un peu ce caractère résistant farouche de ce roi-là, qui était, je veux dire, puisqu'on ne peut pas dire qu'il n'a pas lutté, mais l'Afrique déjà à ce moment-là était déjà en proie à cette colonisation massive, puisqu'elle avait été déjà, avec la conférence de Berlin, divisée, vendue, pour ne pas dire, entre tous ceux qui voulaient une part de l'Afrique. Et c'est pourquoi moi je veux saluer sa mémoire, je veux saluer cette résistance, je veux saluer ce courage-là, je voulais saluer cette pugnacité à dire mon peuple compte, mon royaume compte. Et c'est fier pour moi. Bien que je ne sois pas d'Abomey, mais c'est mon histoire. Une bande dessinée s'est adressée d'abord a priori aux enfants et a priori. Et quand je feuillette un peu les pages, quand je lis, vous n'avez pas peur d'agresser les petites âmes sensibles? La sensibilité de l'âme, ce n'est même pas, en tout cas, réservé seulement aux enfants. Il y en a qui sont vraiment gênés par la vue du sang. J'ai vu des têtes d'hommes entre les mains, brandies comme un trophée. Vous savez quoi? J'ai eu la même question au salon du livre à Paris, où une dame s'offusquait, une occidentale s'offusquait du fait que oui, mais on voit trop de têtes coupées, on voit du sang, etc. Vous n'avez pas peur pour les enfants? Je lui ai dit, c'est vrai, la bande dessinée, comme on dit, de 7 à 77 ans, pour tous les publics. Mais quand on parle de guerre, il ne faut pas qu'on ait peur de montrer ce qui s'est réellement passé. On nous a dit que dans l'histoire, et même plusieurs faits avérés, les Amazones étaient coriaces. Elles étaient prêtes à trancher des têtes. Elles étaient prêtes... Parfois avec des dents. Parfois avec des dents. Bon, tout ça, c'est ce qu'on a dit. On a essayé d'illustrer à travers cette bande dessinée-là. Mais je n'ai pas eu peur parce que je m'ai dit, oui, la sensibilité, j'ai dit, vous savez, nos enfants qu'on ne veuille pas sont, pour ne pas dire, rencontrent la violence de façon quotidienne. Même s'ils ne voient pas du sang. Oui, mais pas à cet état-là, oui. Et de cette façon, de cette nature-là. C'est pourquoi, à un moment donné, on m'a dit, mais pourquoi Béhanzin, ce n'était pas parti de 10 ans, 10 ans, je dis oui, d'accord, 10 ans jusqu'à, mais qu'ils sachent qu'il y a eu la guerre, et la guerre, ce n'est pas du jeu, c'est de la violence, c'est du sang, c'est des blessés, c'est toutes sortes de violences. Et je pense que même plusieurs films de guerre, les enfants regardent, ils voient ce qui se passe. Ils voient du sang, ils voient des gens au bras coupés, etc. Moi, je me dis, si je fais le choix de le montrer, c'est parce que je me dis, je l'assume et que c'est ça. Voilà. Alors ça, c'était Béhanzin. Je présume que notre tome est déjà prêt. Nous sommes en train d'y travailler. On va parler de Tassi Rangbe, reine du Dahomey. C'est une dame, comme je l'ai dit dans mon introduction, à qui l'histoire a, mettons quoi, fait de l'injustice. Et vous vous présentez en justicière, c'est ça? Effectivement. Ah oui? Je me présente en justicière pour elle et pour toutes ces reines d'Afrique qui ont été oubliées, effacées, gommées, à qui on a prêté des comportements. Tassi Rangbe, par exemple, beaucoup de ces détracteurs de la tradition orale la décrivent comme une femme frivole. La décrivent comme une femme qui menait des orgies. Et je me suis posé des questions par rapport à ça.
je me suis dit, était-ce vraiment possible qu'à cette époque-là, une jumelle du roi, puisqu'elle était la jumelle du roi Akaba, une jumelle du roi, dont eux, les jumeaux considérés comme une entité, et le frère qui vient sur le trône, ça veut dire qu'automatiquement, en tant que jumelle, elle a aussi chaussé les sandales du roi. Ça veut dire qu'elle devait déjà, dès le règne de son frère, co-régner avec celui-ci, puisqu'elle allait au combat avec son frère. Et je me voyais mal, dans mon imaginaire, accepter qu'on me présente cette reine-là comme cela, par les détracteurs. J'ai dit, je ne l'accepterai pas. C'est vrai que c'est mon point de vue, c'est mon regard par rapport à elle. D'autres diront, oui, ce que vous dites, c'est faux. Mais à un moment donné, j'ai dit, je choisis de montrer une reine. Et je choisis de montrer ce qu'elle a comme valeur, qu'elle veut inculquer. Donc, c'est pourquoi dans la bande dessinée, est-ce que là, vous n'êtes pas parti, est-ce que là, vous n'êtes pas parti avec un a priori? Il faut déjà fouiller l'histoire pour savoir si effectivement elle a été de cette nature dans sa jeunesse. Parce qu'on dit souvent que les princesses, en tout cas d'Abomey, ont la liberté de faire ce qu'elles voulaient et qu'elles n'avaient pas de compte à rendre à quelqu'un. Mais n'oublions pas, elle était princesse d'Abomey, mais elle était reine. Avant d'être reine, elle a été princesse. Avant d'être reine, elle était... Mais si elle est passée par l'étape de princesse, n'oublions pas qu'elle était mariée. Elle était bel et bien mariée à Boubourounou, avec qui elle a eu des enfants. Donc, ce qu'on prête aux princesses d'Abomey, je ne vais pas faire... je ne vais pas m'attarder là-dessus. Moi, je m'attarde sur le côté reine de celle-là, qui a été reine avec son frère, qui est allé au combat, parce que je me dis, on ne peut pas être en train d'aller se battre au combat et puis avoir un caractère... Vous voyez un peu ce que je veux dire. Parce que je le dis, on vous inculque, avant de devenir roi, on vous inculque des notions. On vous met dans la cage sacrée où on vous apprend ce que vous devez faire. On vous apprend vos droits et devoirs envers votre peuple. Et on me dira, oui, vous avez fait un choix. Oui, j'accepte. J'assume le choix que j'ai fait de montrer cette reine-là au travers des valeurs qu'elle incarne. Voilà. C'est vrai qu'elle est reine, elle a été reine, elle a créé le corps armé des Amazones, des Agodji, des femmes. J'ai remarqué qu'il y a moins de sang. Par contre, ici... Il y a un peu de sang, on a essayé un tout petit peu. Parce que critique de Béhanzin qui ont fait que vous êtes... critique de Béhanzin. Béhanzin arrivé au trône, il avait déjà des guerres qui l'attendaient. Oh, absolument. Il avait préparé ses propres inimitiés aussi. Voilà. Il a passé presque tout le temps de son règne à combattre. C'est pourquoi dans Béhanzin, il y a beaucoup de scènes de combat. Ça a été 6-7 années de combat pour Béhanzin. On a essayé de faire, de montrer un peu, il est arrivé à l'époque dans laquelle il était arrivé, c'est une époque déjà difficile pour lui. Mais à l'époque de Hongbe, c'était l'époque déjà de l'expansion du royaume, du territoire. Et cette expansion était plutôt vers les Womenu, un peu plus au sud, donc vers un peu les Mahi. Donc c'était un peu cette expansion. Mais Béhanzin de front, il y avait déjà l'armée qui l'attendait. L'armée française qui l'attendait déjà, parce que les prises se faisaient déjà au fur et à mesure. Et il a dit non, on ne peut pas accepter que cela se fasse comme ça. Mais Tashi Hongbe, c'était quelques scènes de guerre, mais on a voulu mettre plutôt l'accent sur son règne, sur comment il est arrivé. On voit que déjà d'attaque, elle est allée au combat, se battre avec son frère est décédé, on nous parle de la variole qu'il a eu au combat et qu'il en est décédé, etc., tout ça, qu'il a emporté. Mais nous, on a montré le côté combattant du roi et sa soeur qui a pris le lead des troupes, puisque l'oralité nous dit qu'ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Elle et son frère. Donc, les conseillers ont dit, bon, comme tu ressembles à ton frère et que tu es au combat avec lui, prends le lead des troupes. Et elle a gagné. Elle a ramené la tête de ce roi-là, et victorieuse d'office, puisqu'elle cognait derrière son frère, elle a continué le travail. Je pense que c'est l'une des raisons qui fait qu'elle a été plutôt effacée, parce qu'on a jumelé son règne au règne de son frère, et de d'autres, on voit... Ça n'a rien à voir avec sa nature de femme. Ça a un peu à voir. De d'autres, on voit aussi qu'on a jumelé son règne au règne de son frère, la Gadja, celui avec qui elle a eu vraiment maille à partir pendant 3 longues années. Voilà, du pouvoir.
Ben alors, on a quand même qu'au-delà peut-être de ce caractère, mettons, belliqueux, Tassirangbe, c'est comme un roi comme tout le monde. Et ce n'est pas la première fois que l'histoire essaye d'effacer, je dois dire, le passage d'un roi ou d'une personne, justement, dans la relation. D'ailleurs, on essaye jusque-là aussi d'effacer le passage dans 2 ans, dans 2 ans, par exemple, dans l'histoire de la dynastie royale d'Abomey. Pourquoi est-ce que Tassirangbe, le cas Tassirangbe devait être un cas aussi singulier pour qu'on se bagarre, pour dire on lui a fait injustice, on lui a fait injustice. Le pouvoir reste le pouvoir. Et il n'y a pas de femme ou il n'y a pas d'homme. Je pense, c'est vrai que je n'étais pas là à cette époque-là. Dans mon imaginaire, je me dis que la façon dont elle était frontale avec son frère, qui est devenu le roi Agadja, je pense que c'était le prix à payer. C'est-à-dire, Agadja, à un moment donné, a dit de la façon dont elle est venue au pouvoir, il n'était pas d'accord, il était contre, il y a eu des luttes de pouvoir entre elle et lui. Je pense que quand il est arrivé, il s'est dit, j'efface ce qu'elle a fait. Et moi, je prends le lead et puis je continue. Mais il y a une chose qu'on oublie de dire, c'est que Agadja a eu 7 longues années difficiles de règne quand il est arrivé. Parce qu'il a été confronté à la famine, à la sécheresse. Il a vu sa sœur à plusieurs reprises. Il faut dire que quand elle s'est retirée, après avoir commis cette ordalie qu'elle a commise dans le palais, de se laver et laver ses parties intimes et de prendre cette eau et d'en asperger tous les notables et d'en asperger le palais, c'était considéré comme un acte grave pour une femme, un sacrilège qu'elle ait commis. Alors la meilleure façon, après avoir commis un sacrilège pareil, c'est de vous effacer de l'histoire. Donc c'est fondamentalement la raison pour laquelle... Moi, je trouve que c'est l'une des raisons fondamentales pour moi qu'on l'ait effacée de l'histoire. Parce que les autres n'ont pas accepté qu'elle continue de régner et qu'elle applique, elle vient avec une autre façon de régner. Mais il y a aussi, on va dire que, n'oublions pas que dans la bande dessinée que je raconte, Tassirangbe a un fils qui est en âge de régner, qui est déjà grand. Les gens nous disent 17 ans, 18 ans, la vingtaine. Et son fils, elle demandait déjà conseil certaines fois à son fils, elle discutait avec lui. L'autre camp, le camp royal de son frère dessous, s'est dit, si ça continue comme ça, la lignée risque de changer pour aller vers un roturier. Parce qu'elle était mariée à un roturier qui était de Bongonou, qui était un riche homme d'affaires, un riche commerçant. Et voir ce garçon-là arriver, être avec sa mère, Tassirangbe risquait, selon de leur faire un coup d'État et de placer son fils. Nous sommes dans un contexte patriarcal. De placer son fils à la tête de ce royaume-là. Et cela ne devait même pas s'imaginer. Donc vous voyez un peu, il y a tout, il y a beaucoup d'événements qui tournent autour. C'est vrai qu'on a fait un choix, mais si on doit rentrer et dire qu'on doit creuser, on aura tellement à raconter que... En fait, de la création du corps féminin des combattants de l'armée dahoméenne, en fait, de ce fait qu'il soit venu d'elle, un fait original. Mais pourtant, certains mettent de bémol pour dire, écoute, quand elle a dû se résoudre à faire ça, parce qu'à un moment donné, elle devait sa sécurité. Bien sûr. On est arrivé à une époque où, à un moment où, on avait un clan, enfin, un clivage, homme-femme, au sein même de l'armée dahoméenne. Et ça, c'était dangereux aussi pour son pouvoir. Oui, parce que une femme qui vient, parce que les femmes, elles étaient beaucoup chasseresses d'éléphants. On ne les voyait pas aller à la guerre. Mais Tassirangbe, étant donné qu'elle était une guerrière, a dit pourquoi pas créer cette armée, parce que j'arrive dans un moment difficile. J'arrive dans un moment où on m'accepte difficilement, c'est-à-dire on est capable de me faire un coup d'État. On est capable de venir me tuer dans la nuit. Et en créant ce corps-là, elle assurait déjà sa protection à elle. Elle dit aux femmes, je suis une reine, je vous apporte beaucoup, mais soyez autour de moi pour me protéger. Donc elle a créé déjà sa sécurité, on va dire sa première ministre, qui est devenue au fur et à mesure une armée de protection. Donc c'est cela en fait
moi, je vois, c'est vrai que dans cette société paternaliste, où la femme n'a pas le droit... Paternaliste ou patriarcal? On va dire patriarcal, où la femme, c'est vrai, on lui demandait des conseils, mais la voir exercer les métiers d'homme, vous allez voir ça un peu comme un côté déviant. Je pense que c'est tout cela qui a valu à Tassi Rambou d'être oublié. Est-ce que les hommes étaient si, je dois dire, opposés que cela, de voir les femmes exercer le métier d'homme? Si c'était vraiment le cas, pourquoi est-ce qu'on a laissé l'armée des femmes prospérer tout au long, je dois dire? Mais je pense que juste après Trambé, l'armée s'est petit à petit démobilisée. Il y avait encore quelques Amazones qui étaient là, mais l'armée s'est démobilisée. Il a fallu que Guézo arrive pour que Guézo se rende compte qu'il y a eu un corps de femmes qui existait, qu'elles étaient les meilleures, pour que Guézo réhabilite ce corps des Amazones, avec des formations, avec tout ce qu'on pouvait leur apprendre comme science pour que cette armée-là se réveille et qu'elle soit l'armée d'élite du royaume du Mais si Dahomey. les hommes étaient si sexistes que ça, ils auraient pu résister et faire de la misère aussi à Je Guézo. ne pense pas qu'il y ait eu vraiment autant de sexisme. Tant qu'il s'agissait de défendre le royaume, tous les bras valides étaient réquisitionnés. Et ces femmes étaient des bras valides. Donc voilà. Tassi Rambé, reine du royaume du Dahomey, reine du Dahomey, Béhanzé, tome 1 de production déjà disponible en tout cas dans les librairies à Cotonou. Les projets de Sonia, c'est quoi? Les projets de Sonia, c'est des héroïnes aussi qui ont marqué l'histoire du Dahomey, que nous sommes en train de déterrer. Du Dahomey, hein? Je veux passer Non, certainement. là on sort un peu du Dahomey, on va dans le côté de Kétou vers là-bas. On a découvert des héroïnes qui ont marqué aussi, qui ont fait de la résistance. On ne va pas en dire plus, on ne va pas spoiler. Ah oui, on ne va pas spoiler. Mais on envisage aussi de travailler sur le Nord, parce qu'on a fait un travail collaboratif avec le ministère, on a parlé de Bioguerra. Et on va peut-être retravailler là-dessus. Il y a Kaba aussi au nord. Il y a notre patrimoine, la Gani, qu'on veut aussi travailler en bande dessinée. Il y a tout un pan de notre histoire qui mérite d'être connu, qui mérite d'être diffusé, qui mérite d'être transmis à cette génération-là qui, à un moment donné, je me dis, qui est en perte. C'est vrai que l'histoire est une histoire d'évolution, de progression. Mais je dis toujours, et je le répéterai toujours, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle corde. Sonia Wendy, Kouazouti, merci. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite de passer un bel après-midi en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. Bon appétit.